Bien, bonjour tout le monde. On va commencer à l'heure, ce qui est formidable ici au Maroc, c'est génial. On va commencer exactement à l'heure. Merci infiniment d'abord à tous mes amis pharmaciens avec qui j'ai des rapports formidables. Merci infiniment à Officine Expo. Merci à Steri-Pharma de nous avoir permis de nous réunir ensemble cet après-midi sur un sujet d'actualité qui est important. Et en tout cas, merci à certains collègues que je retrouve du Maroc et de Montréal. Je vais vous parler pendant à peu près 45 minutes sur les compléments alimentaires. Dans ma consultation, je vois énormément de problématiques métaboliques. Et vous allez voir qu'en matière de compléments alimentaires, c'est très important pour vous, les pharmaciens, ça va devenir une partie importante du chiffre d'affaires, ça il faut le reconnaître. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, si vous voyez la prévalence d'un certain nombre de pathologies au Maroc, je vais vous donner quelques informations que vous connaissez déjà certainement. 32% des Marocains sont en surpoids, 21% sont obèses, 29% ont une hypercholestérolémie, 32% ont une hypertension artérielle et 10% ont un diabète. Et quand vous savez qu'il n'existe pas une personne qui est en surpoids ou obèse et qui n'a pas de carence en micronutriments, vous imaginez un peu quelle est l'importance et le rôle des micronutriments dans la prescription. Mais il y a un grand mais. Les compléments alimentaires autant sont importants pour le médecin et pour le pharmacien, et les pharmaciens ont un rôle crucial. Il faut que le pharmacien joue un rôle extrêmement important d'un point de vue donc, de santé publique, tout simplement parce que, comme vous le savez aisément, ce n'est pas des bonbons, ce n'est pas des Smarties, il faut savoir les prescrire, il faut savoir les conseiller, et c'est pour ça que le pharmacien, à mon sens, a un rôle crucial dans la prescription, aux côtés du médecin, dans la prescription des compléments alimentaires. Alors, ça passe pas, c'est la technologie, ça passe chez moi, mais ça passe pas. Alors, je ne sais pas s'il y a un technicien. Ça passe sur l'écran, mais ça passe pas. C'est bon? Parfait. Alors, on ne va pas parler des macronutriments, parce que les macronutriments, vous les connaissez tous, les protéines, les lipides et les glucides. C'est assez classique, mais on va parler surtout des micronutriments qui vont nous intéresser, et c'est l'objet donc des prescriptions et l'objet du conseil chez le pharmacien avec les vitamines donc, et les minéraux. Je ne veux pas vous faire tout un cours sur la vitaminothérapie, vous le connaissez certainement beaucoup mieux que moi, mais par contre, j'aimerais uniquement insister sur le rôle des micronutriments pour les macronutriments, aussi bien pour la synthèse des protéines, pour les lipides et pour les glucides, et leur rôle extrêmement important également dans beaucoup de maladies métaboliques. J'ai oublié de vous dire tout à l'heure, quand je vous donnais un peu les prévalences des pathologies métaboliques au Maroc, j'ai oublié de vous dire qu'au Maroc, une dernière étude qu'on vient de publier sur le syndrome métabolique, 29,2% des Marocains ont un syndrome métabolique. Ce qui est important, je vous rappelle que le syndrome métabolique, c'est quand même l'association de problèmes d'hypertension artérielle, de diabète, tour de taille et de tissu adipeux, viscéral, au-delà des normes. Alors, elle joue un rôle extrêmement important, au même titre que les microminéraux. Et on ne va pas s'intéresser à tous les microminéraux, bien évidemment, parce que sinon on passerait toute l'après-midi, mais on va s'intéresser à certains que vous connaissez très bien et qui vont vous montrer qu'elles jouent un rôle extrêmement important d'un point de vue de santé publique dans le contexte marocain. D'abord sur les micros, le fer, le zinc et le cuivre, vous allez voir la prévalence de l'anémie au Maroc, les problématiques que nous avons chez la femme enceinte et chez l'enfant. On va vous parler également du zinc, les problématiques de diarrhée donc chez l'enfant. On va vous parler du cuivre, on va vous parler du sélénium, parce que c'est très à la mode. Toutes les femmes veulent utiliser le sélénium, et vous allez voir qu'il y a certaines doses à ne pas dépasser, parce qu'il y a des effets délétères. Et sur les macrominéraux, évidemment, vous connaissez la célébrité du calcium, le phosphore, le sodium et le magnésium, avec de gros problèmes de santé publique liés au sodium dans le contexte marocain. Alors, je vous ai mis ces slides, je les mettrai à la disposition de mes amis pharmaciens, à mon ami Walid Amri, par exemple, si ça vous intéresse de garder toutes mes slides, avec plaisir. J'aimerais uniquement vous donner ce qu'on appelle les limites acceptables. Quand on va chez un médecin ou chez un pharmacien, on leur dit écoutez, je veux du magnésium ou j'ai besoin de magnésium. Évidemment, nous connaissons tous globalement la prescription.
Mais ce qu'il faut rappeler, c'est qu'au même titre que tous les autres médicaments, il y a des doses. Par exemple, le plus célèbre d'entre eux, c'est le magnésium. Et quand vous demandez la prescription du magnésium, on va vous dire du 300 mg, du 400 mg, du 200 mg. En fait, c'est 6 mg kilo. Si vous dépassez 6 mg kilo, vous avez des effets délétères. La vitamine C, on la prescrit classiquement en pharmacie ou chez les médecins. Eh bien là aussi, la dose acceptable, c'est 2000 mg par jour de vitamine C. Hein? Quand vous avez un comprimé de 1000, c'est 2 fois par jour, pas plus. Etc. J'ai énormément d'exemples. La même chose pour le fer, la même chose pour le calcium, la même chose pour le vitamine D. On va en parler dans quelques instants. Et donc, si vous dépassez ces limites, vous avez des effets donc délétères. Et donc, c'est pour ça qu'encore une fois, je reviens sur l'importance et le rôle crucial du pharmacien dans la prescription des micronutriments. Je vous ai donné le calcium. Je vous rappelle que l'OMS a abaissé depuis l'année dernière la dose acceptable pour le calcium. Je vous rappelle que tous, on savait qu'il nous fallait 900 mg en fonction des âges, femmes enceintes, seniors, 1200 mg par jour. L'OMS a abaissé depuis cette année à 500 mg par jour donc de calcium. On est en train de parler d'apports supplémentaires. Nous ne sommes pas en train de parler des apports existants déjà, mais des apports supplémentaires. Le magnésium, le potassium, le soufre, mais surtout le sodium. Et j'insiste beaucoup sur le sodium. Dans les micronutriments que vous allez prescrire, l'importance du sodium. L'importance du sodium, je vous rappelle, le maximum, c'est 2,3 grammes par jour. Je vous rappelle que les Marocains sont de grands khoubzivores et de grands khoubzivores. Pour mes amis montréalais, ça veut dire qu'on est de gros consommateurs de pain. Nous consommons au Maroc en moyenne 320 grammes de pain par jour, alors qu'on doit rester entre 120 et 180. Je vous rappelle les recommandations de l'OMS pour l'hypertension artérielle au niveau donc du sel. Moins de 7 grammes, l'idéal c'est 6 grammes. La moyenne des consommations des Marocains est de 13,2 grammes par Marocain et par jour. Donc vous voyez à quel point c'est très important si vous ne faites pas attention aux micronutriments que vous allez prescrire pour un sujet par exemple hypertendu ou un sujet qui est en insuffisance rénale. Le fer, très important. Vous allez voir dans quelques instants les chiffres du Maroc. À peu près 34% des femmes enceintes au Maroc ont une anémie par carence en fer. Et 36% des enfants de moins de 5 ans ont une carence par anémie en fer. C'est réellement un problème de santé publique dans lequel le pharmacien a un rôle extrêmement important. Vous êtes des acteurs de santé, vous avez également une responsabilité importante d'un point de vue de santé publique pour jouer un rôle important. Le sélénium, je vais en revenir tout à l'heure parce que c'est très à la mode pour le bien-être, etc. Je vous rappelle que le sélénium, la dose acceptable, c'est 0,06. Et vous allez avoir beaucoup de patients qui vont utiliser des circuits parallèles et qui vont avoir donc des dosages beaucoup plus élevés. L'iode, et l'iode c'est important. Évidemment, quand je vais vous parler de l'iode comme ça, vous allez me dire, écoutez, l'iode, on n'a pas l'habitude en pharmacie. Sachez, mes amis, que chez les enfants marocains de moins de 12 ans, la carence en iode est de 62%. 62% des enfants marocains de 6 et 12 ans ont une carence en iode avec une prévalence de 62%. C'est quoi les carences en iode? Vous les connaissez tous, c'est le goitre et c'est le crétinisme chez les enfants. Donc ce sont des chiffres quand même qui sont importants d'un point de vue de santé publique et c'est pour ça que vous allez voir à chaque fois que je vais insister sur le rôle crucial que vous avez à jouer. Deuxième chose que vous allez entendre, que nous voyons dans notre consultation en tant que médecin, mais que vous voyez également dans vos pharmacies, c'est les fameux antioxydants. C'est hyper à la mode, partout. Les antioxydants, ça c'est des antioxydants, mangez ça c'est des antioxydants, prenez ça c'est des antioxydants, etc. La science c'est la science. Les antioxydants à la condition qu'il y ait un équilibre entre antioxydants et radicaux libres. Si vous donnez beaucoup plus d'antioxydants par rapport à la nécessité à la production des radicaux libres qu'on a dans notre corps, vous allez débalancer votre métabolisme. Donc oui les antioxydants, mais si on en a besoin. Oui les micronutriments si on en a besoin. Oui, les compléments alimentaires, si on en a besoin. Comment on sait si on en a besoin? Et ça, vous l'observez tous les jours. Bien, tout simplement, lorsqu'on a la preuve scientifique qu'il y a une carence. S'il n'y a pas de carence, je vous le dis tout de suite. Des fois, mes amis pharmaciens n'aiment pas ça, ou l'industrie pharmaceutique n'aime pas ça. S'il n'y a pas de carence, il n'y a pas nécessité de prescription. On va voir dans quel cas il est important de donner des micronutriments ou des compléments alimentaires en prévention primaire. Mais dans beaucoup de situations, prévention secondaire, ce n'est pas nécessaire. On va le voir, on va voir les publications à ce sujet dans quelques instants. Donc j'aimerais beaucoup insister sur les patients qui viennent chez vous, qui me disent « Donnez-moi quelque chose, j'ai besoin d'antioxydants ».
Si vous avez besoin d'antioxydants, c'est qu'il y a une raison particulière. Soit vous êtes un gros producteur de radicaux libres, vous avez un néo, vous avez d'autres pathologies qui génèrent des radicaux libres beaucoup plus que nécessaire, ou votre capacité de votre organisme à les éliminer, ou sinon, il n'y a pas de nécessité. Voilà, ça, je pense que vous connaissez le grand nutritionniste français, hein, Schlinger, qui, lui, a fait toute une table extrêmement détaillée. Mais on a un problème avec les tables françaises, canadiennes, américaines, anglaises et de l'OMS. Ce ne sont pas des tables qui correspondent totalement à nos besoins en apport nutritionnel conseillé. On est en train de travailler au Maroc, grâce à l'équipe du professeur Agnaou de Kenitra, sur avoir des véritables tables alimentaires marocaines et de pouvoir avoir des mesures anthropométriques marocaines exactement. Pourquoi? Parce que toutes ces données correspondent à des données internationales qui ne sont pas toujours applicables dans le contexte marocain, mais on va les utiliser, bien évidemment, pour rester dans le cadre scientifique. Alors, il y a les tables françaises, il y a les tables canadiennes, il y a les tables anglaises, et il y a les tables donc de l'OMS. Alors, le Maroc, vous savez, nous, le Maroc, on aime tout le monde, on veut faire plaisir à tout le monde. Alors, on a pris un petit chouïa de l'OMS, un petit chouïa des Anglais, un petit chouïa de la France, et un petit chouïa du Canada, et on a fait des normes, et vous allez voir que préconise le ministère de la Santé en matière d'apport nutritionnel conseillé. Pourquoi on parle de tout ça? Pourquoi est-ce qu'on vous mobilise un samedi après-midi pour parler de ces problématiques de micronutriments? Parce que regardez les chiffres dans le contexte marocain, d'abord à l'échelle mondiale et dans le contexte marocain, et qui justifient aujourd'hui la prescription d'un certain nombre de micronutriments. Alors la situation mondiale, et je vais passer rapidement pour ne pas vous embêter, à peu près donc 2 milliards donc, de personnes qui ont une carence en micronutriments. Je n'ai jamais vu en X années de consultation un sujet obèse qui n'a pas de carence en micronutriments. Je ne parle pas de vitamine D, parce que là, on a 81% des femmes au Maroc qui ont une carence en vitamine D. Je parle des autres micronutriments. Mais qu'on ne recherche pas. Hein. Qu'on ne recherche pas, parce qu'on ne va pas aller faire les tests biologiques lorsque vous avez un sujet obèse ou en surpoids en consultation. Vous avez d'autres priorités par rapport au diabète, au syndrome métabolique, à l'hypertension artérielle, etc. Mais si nous devions réellement chercher, faire des véritables études scientifiques, on va s'apercevoir qu'il y a beaucoup de carences en micronutriments. Et je ne parle pas donc des enfants. J'aimerais ouvrir et fermer une parenthèse. Quand j'ai commencé mes études de médecine, je ne voyais pas de diabète de type 2 chez l'enfant ou chez l'adolescent. Du diabète de type 1. De plus en plus de nos enfants sont obèses et en surpoids, 10, 12, 14 ans, et nous voyons de plus en plus dans le contexte marocain des diabètes de type 2 chez l'adolescent. Et vous allez le voir, je suis sûr que vous les voyez déjà dans vos pharmacies, et ça commence à poser un problème de santé publique. Et donc également donc, de carence. Alors voici la vitamine A. La vitamine A, la prévalence donc, de la carence en vitamine A au Maroc, malheureusement, chez l'enfant en âge préscolaire est très élevée. Et dans certaines écoles et dans certains endroits au Maroc, elle arrive jusqu'à 45% des enfants scolarisés dans certains endroits, ce qui est énorme. L'anémie chez nos enfants, là aussi, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous allez voir à peu près les chiffres, c'est à peu près 36% des enfants qui ont moins de 5 ans ont une carence en fer, une anémie par carence en fer. L'iode, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est une catastrophe, 62%. Et là aussi, beaucoup d'études ont été faites, et c'est pour ça que la stratégie, vous comprenez la stratégie du ministère de la Santé, de la fortification, hein, la fortification du lait, de la farine en fer. Nous avons fortifié au Maroc le sel avec l'iode. Vous vous rappelez, je pense que vous le savez tous. Donc la stratégie de fortification a porté ses fruits, mais malgré ça, la carence reste élevée dans le contexte marocain. Alors évidemment, on a des données nationales, hein, on ne va pas se baser sur les données de l'OMS, on a des données, on a plein de chercheurs marocains qui ont travaillé là-dessus, et je vais vous dire un peu où est-ce qu'on en est. On a commencé en 2008 à travailler sur ça, regardez en 2008 à combien on était. Chez les femmes, pour l'anémie, on était à 34%, chez les enfants à 36%. Regardez la carence en acide folique. La carence en acide folique, 30% des femmes et près de 30% également donc, des enfants. Et donc, qui nécessite évidemment une supplémentation. Donc je reviens à dire, oui, supplémentation lorsqu'il y a évidemment une carence. Et il y a pas mal d'études qui ont été faites en milieu urbain et en milieu rural. Puis on est pas en 2012-2013, on a fait d'autres études en 2012-2013 qui ont été publiées en 2015 par l'équipe de Agnaou. En 2012 et en 2013, regardez également, avant intervention, et là dans certaines régions du Maroc, les carences en iode ont atteint jusqu'à 74% donc de prévalence. Pour vous montrer à quel point c'est une problématique que je suis sûr, quelle que soit votre officine en tant que pharmacien, quelles que soient les zones du Maroc, je suis sûr que vous êtes concerné par ça. Regardez la vitamine A, 50% des enfants en milieu scolaire ont une carence en vitamine A.
Puis on est parti en 2014-2015, d'autres études qui sont les résultats préliminaires et vont être publiés dans quelques semaines. Regardez la carence en vitamine D, l'obésité, particulièrement donc chez la femme. On avait un échantillon à peu près de 479 personnes, de femmes qui étaient âgées de 18 à 70 ans. La stratégie de fortification marche. La stratégie de supplémentation, si vous, en tant que pharmacien, vous aidez, vous conseillez à une supplémentation, ça marche. On peut améliorer l'état de santé des populations. Et on a une très belle étude qui a été publiée en 2015 dans le contexte marocain qui démontre que lorsque vous intervenez, lorsque vous supplémentez, nous avons des résultats qui sont intéressants. Et nous allons démarrer, moi-même avec toute une équipe, dans quelques semaines, une enquête nationale sur à peu près 12 000 personnes où nous allons faire les mesures anthropométriques de plein de ménages au Maroc, femmes et enfants, les mesures anthropométriques, les mesures sanguines, pour avoir une véritable image, une véritable photographie des carences en micronutriments sur toute l'échelle nationale. Et ça sera publié, Inch'Allah, si tout va bien, on va terminer vers fin 2018, début 2019, ça sera publié. Et c'est financé par GAIN, par l'OMS et le ministère de la Santé du Maroc avec, regardez, une équipe pluridisciplinaire des CHU et des chercheurs marocains. Alors, à partir de là, je voudrais vous montrer votre rôle, le rôle indéniable du pharmacien aux côtés donc du médecin dans la supplémentation. Il n'est pas question que ça soit, et je le dis à tous mes amis, des fois ça ne me plaît pas toujours, mais je le dis quand même, il n'est pas question que la complémentation alimentaire, entre guillemets, reste entre les mains du médecin. Il faut qu'elle reste entre les mains du médecin et du pharmacien. Il n'est pas question que le diabète au Maroc soit traité par les endocrinologues. Il faut que ça soit traité par les endocrinologues, mais ça soit traité également par le médecin généraliste et conseillé par le pharmacien. Si nous ne travaillons pas en équipe, si nous ne faisons pas une approche pluridisciplinaire, eh bien on va continuer à avoir les prévalences catastrophiques que nous avons dans le contexte de santé publique au Maroc. Alors je vous rappelle que la supplémentation veut dire, sur le plan scientifique, on supplémente quelque chose qui manque. On ne supplémente pas quelque chose qui ne manque pas. Et j'entends beaucoup de mes collègues médecins quand on est dans des congrès en disant « Oui, c'est le truc systématique, comme ce qu'on nous a appris quand on était en médecine, bilan systématique. » Vous vous rappelez quand on vous disait le bilan systématique. Ça n'existe pas une supplémentation systématique. On va dire, chez la femme enceinte, systématiquement, il faut donner ça, 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 ça. Faux. Chez la femme enceinte, on va donner, on va le voir, la supplémentation dans certaines conditions et à certaines doses pendant une certaine période. On va le voir dans quelques instants. Alors, évidemment, on aime se baser sur les données américaines, sur les données européennes, etc., parce qu'il y a beaucoup d'études, mais vous allez voir que dans certaines situations, on va se baser sur des recommandations qui sont purement marocaines, qui ne s'éloignent pas de la science, bien évidemment, mais qui restent quand même des recommandations purement marocaines. Alors, évidemment, chez les Américains, ils continuent à dire, si on n'arrive pas à avoir l'apport nutritionnel classique par les aliments, eh bien, il faut supplémenter, c'est-à-dire il faut donner un apport supplémentaire pour qu'il n'y ait pas de carence, à la condition que nous n'ayons pas l'apport alimentaire normal. Est-ce que vous pensez que les Américains ont un apport nutritionnel normal? Je n'ai pas besoin de vous poser la question. Les chiffres eux-mêmes sont assez évidents. Mais par contre, ce qu'on constate, c'est que le Maroc est en pleine transition. On est en transition démographique, on est en transition épidémiologique. En 2017, 76% de ce qui tue un Marocain, ce sont les maladies non transmissibles. Il y a 15 ans, la majorité de ce qui tuait les Marocains, ce sont les maladies infectieuses et périnatales. Aujourd'hui, ce sont les maladies non transmissibles qui tuent les Marocains. 76%. Donc on est en pleine transition épidémiologique. Et puisqu'on est en pleine transition épidémiologique, vous allez voir, ce sont surtout les pathologies métaboliques, cardiovasculaires, cancer, diabète qui prédominent et malheureusement qui créent un certain nombre donc, de carences. Alors j'ai essayé de faire une revue de littérature des 10 dernières années pour que vous puissiez avoir une idée de ce qui se passe. Et vous allez voir, s'il y a bien quelque chose qui crée la confusion, c'est bien les études scientifiques. Parce que vous allez avoir des études scientifiques, si vous ne faites pas attention au type de devis, est-ce que c'est une étude 4 témoins, de corps, un essai randomisé en double aveugle, quelle population, on va avoir, je vais vous le montrer, des résultats complètement qui vont créer plus de confusion qu'à rajouter autre chose. Évidemment, il reste quand même des règles d'or. Lorsque c'est publié dans des grandes revues, etc., il y a quand même des pairs, il y a des comités de lecture, et donc ça reste quand même crédible sur le plan scientifique. Alors cette étude, depuis 2007, elle disait, attention quand on va parler de supplémentation, et je vais créer la première confusion dans votre esprit, c'est par rapport à un minéral ou par rapport à une vitamine.
Or, ce que vous voyez dans les pharmacies, ce sont des complexes polyvitaminés. Il y a plein de choses. Et d'ailleurs, nos amis dans les laboratoires adorent vous dire, attention, moi j'ai 11 vitamines, alors moi j'en ai 13, moi j'en ai 14, moi j'en ai 12, moi j'en ai 18. Ce qui est important, mes amis, ce n'est pas le nombre. Ce qui est important, c'est la bonne association, le bon dosage et pour la bonne pathologie ou pour le bon besoin. Mais le nombre n'a pas toujours une importance. Évidemment, plus on en a, plus on a des chances d'avoir ce qui est bien, évidemment, mais ce n'est pas ça la principale raison. Et donc, on disait, et c'était les dernières recommandations, attention, regardez, vous, pharmaciens, dans les complexes polyvitaminés, quels sont les types d'associations. Parce que, mes amis, et je ne vais pas faire de la mauvaise publicité pour certains laboratoires qui nous viennent de certains pays, attention, il y a des associations qui ne sont pas bonnes. Et vous allez voir, hein, dans le marketing de l'industrie pharmaceutique internationale, et des fois même aussi des fois nationale, attention à ce qu'on va dire et ce qu'on va vous exprimer. On va le voir dans quelques instants. Une autre étude qui a été publiée en 2010 et qui a montré que l'alimentation seule, ils ont comparé l'alimentation par rapport à des compléments alimentaires. Et si nous avons une alimentation équilibrée, eh bien l'apport en complément n'était pas mauvais, mais n'avait pas un apport plus important sur le plan de la santé, en mesurant un certain nombre de paramètres, maladies cardiovasculaires, mortalité, état de santé, etc. Et donc, particulièrement pour deux vitamines, la vitamine A, et là je ne l'ai pas exprimé également, la vitamine E, et également pour le zinc. Une étude également publiée en 2006 a par contre, elle, montré, dans les pays où la prévalence était très élevée en carence en fer et en acide folique, quand vous donnez une supplémentation, eh bien, quand vous donnez cette supplémentation, on a des résultats santé extrêmement favorables. Mais mes amis, l'acide folique, je suis sûr que vous en avez entendu parler, on vient dans vos pharmacies, l'acide folique, c'est 400 microgrammes. Si vous dépassez 400 microgrammes, vous n'avez pas les effets attendus. 400 microgrammes, c'est pas plus. C'est pas 800, c'est pas 600, c'est pas 1200, c'est 400 microgrammes d'acide folique. Et là aussi, qui est le mieux placé que vous, pharmaciens, pour conseiller les gens, leur dire attention, voilà le dosage qu'il faut prendre, etc. Et il ne faut pas avoir, je sais que ce n'est pas facile, mais il ne faut pas avoir peur de nous taper dessus, de nous dire excusez-moi, cher docteur, cher ami, cher confrère, vous vous êtes trompé. Corrigez-nous s'il le faut. Corrigez-nous autant de fois qu'il le faut dans l'intérêt donc du patient. Je sais que ça ne plaît pas toujours à des médecins. Je sais que ça ne plaît pas toujours à un médecin qu'un pharmacien à l'appel lui dit « Je suis désolé, là vous vous êtes un petit peu planté, gentiment, hein, ou quelques interactions. » Mais ce n'est pas grave si c'est dans l'intérêt du patient. Il y a des médecins de bon niveau qui vont tout à fait le comprendre et vous remercier. Et il y en a d'autres, comme dans toutes les familles, où ils vont moins l'accepter. Mais ce n'est pas grave. Il faut qu'on joue ce jeu parce que nous avons beaucoup d'erreurs que nous constatons lorsqu'on fait un certain nombre d'analyses d'ordonnance. Donc en l'occurrence, acide folique, fer, quand il y a une carence, ça marche très très bien. Et c'est à vous de bien conseiller, il y a pas mal d'études. Alors cette étude, c'était très intéressant, c'était un éditorial du Lancet, je pense que vous connaissez le Lancet, c'est une très bonne revue, hein, assez bonne, et c'était très intéressant parce qu'il disait, il y en a marre, ça suffit des complexes polyvitaminés, parce que plus on va donner des complexes en association, plus on ne va pas répondre à un besoin de santé spécifique. Il faudrait avoir des complexes qui soient les plus restreints possibles en 2-3 micronutriments, 2 ou 3 vitamines, mais non pas un complexe où on aura du mal à lire, il y a 11 vitamines et 18 minéraux, etc. Et c'est un très, très bel éditorial qui démontrait et qui a travaillé sur plus de 400 000 participants en interrogeant les gens et en voyant est-ce que c'était intéressant d'avoir des complexes associés ou non. Et je vous ai mis toutes les publications qui vont aller. Et ils ont suivi les gens à peu près 5 ans. Et ils ont dit il n'y a pas de différence statistiquement significative qui démontre l'intérêt d'avoir un complexe polyvitaminé plutôt que quelque chose de spécial. C'est-à-dire, est-ce que c'est plus intéressant d'avoir en même temps du calcium, de la vitamine D et des vitamines de type B, ou plutôt travailler sur les vitamines de type B si elles sont plus pertinentes par rapport à la problématique de santé de la personne. Par contre, il y a des évidences scientifiques. Par exemple, la vitamine D chez la personne postménopausée, la vitamine D chez la femme enceinte. Il y a des évidences scientifiques qui démontrent clairement leur intérêt à certaines doses, bien évidemment. Et on constate sur le terrain que vous allez avoir
beaucoup de gens qui disent, bon, j'ai donné une dose curative de vitamine D, et là, je suis en train de faire la dose d'entretien. La dose d'entretien de quoi? Pendant combien de temps? Ben, c'est l'entretien. C'est pas une bagnole. Hein? L'entretien, là aussi, la dose d'entretien, c'est qu'il y a des raisons spécifiques, il y a un timing spécifique, il y a une durée spécifique. On ne peut pas donner ad vitam aeternam de la vitamine D. Hein. Ce n'est pas possible. On ne va pas vous donner ad vitam aeternam un médicament, sauf lorsque la pathologie le nécessite. Bien évidemment, si vous êtes hypertendu, si vous êtes diabétique, bien évidemment, la prescription est à long terme, voire toujours. Les femmes en âge de procréer, et c'est très intéressant, je vous ai mis, ce n'est pas les femmes enceintes. Les femmes en âge de procréer, il y a une étude très intéressante, faite par les Américains, et qui dit, les femmes en âge de procréer qui veulent avoir des enfants, regardez, c'est très intéressant la conclusion de cette étude, qui veulent avoir des enfants, devraient prendre un complément d'acide folique. Alors ça crée une polémique dans la littérature scientifique, il dit, celles qui veulent avoir un enfant, vous avez envie d'avoir un enfant? Si vous le voulez blond aux yeux bleus, prenez de l'acide folique à 400 microgrammes. Si vous voulez qu'il soit un peu typé méditerranéen, on va se prendre un 200. C'est pas comme ça que ça marche. Et là, il y a eu beaucoup de polémiques dans la littérature en disant non, si nous avons une démonstration qu'il y a une carence ou si on est dans le pays à un niveau d'endémie ou de prévalence élevé au-delà de 20% de carence, et à ce moment-là, on peut supplémenter. Et ça a été très intéressant. Effectivement, pourquoi les Américains? Les Américains sont très branchés assurance, hein, n'oubliez pas que les Américains, à chaque fois qu'il y a des risques santé ou d'assurance, ils veulent tellement faire de la prévention, parce que sinon ça leur coûte tellement cher qu'ils veulent faire de la prévention pour de la prévention de la prévention. Là, j'ai la vitamine B12, et là aussi, pour la vitamine B12, encore une fois, la vitamine B12, à un moment, c'est arrivé à la mode, on ne prescrit la vitamine B12 que lorsqu'il y a une carence. Alors, vous avez une anémie de Birmer, évidemment. Vous avez d'autres carences? Oui. Ou sinon, il n'y a pas de vitamine D. Et j'ai cherché partout dans la littérature. Hein. Il n'y a pas de supplémentation systématique. Les femmes enceintes. Alors avant de passer à la slide suivante, je posais la question. Mesdames, messieurs aussi, est-ce qu'on devrait supplémenter toutes les femmes enceintes en fer? Alors qui est pour non et qui est pour oui? Est-ce qu'il y a des non dans la salle? Ok. Est-ce qu'il y a des oui dans la salle? Alors ça, c'est extraordinaire, il n'y a qu'au Maroc. Vous avez 100 personnes, il y a 20 qui disent oui, et il y a 20 qui disent non. Les autres, ils disent, ça dépend. Une fois, je serai un peu là, une fois, je serai un peu là. En fait, mes amis, vous avez en fait raison, ça dépend. Ça dépend. Dans les pays comme le Maroc, vous allez voir ce qu'on préconise. Voilà un petit peu ce qu'on préconise dans le cadre de la stratégie du ministère de la Santé, santé publique. Mais attention, ce n'est pas à l'échelle individuelle. Et c'est pour ça que je vous dis, vous avez raison et vous avez tort. Lorsqu'on est à l'échelle individuelle, non. Vous, dans le diagnostic, en tant que pharmacien, en tant que médecin, vous êtes à l'échelle individuelle. Quand on est en santé publique à l'échelle d'un pays, le raisonnement est autre. Et quand on est à l'échelle d'un pays où il y a une anémie, où plus du tiers des femmes enceintes sont anémiques, la stratégie est complètement différente. C'est comme pour la stratégie du BCG. Si on continue à vacciner au Canada, on ne vaccine pas contre le BCG, sauf dans certaines situations. Au Maroc, on vaccine tout le monde contre le BCG parce que la tuberculose est à l'état endémique. Parce qu'on a 32 000 nouveaux cas à peu près chaque année. C'est pour ça. Donc ici, voilà ce qu'on préconise. 120 mg, c'est 60 fois 2 pendant 30 semaines pour prévenir la carence en fer, c'est-à-dire pour prévenir l'anémie. Mais attention, regardez ce qu'on dit. Il est recommandé, mais attention, une anémie prouvée par NFS au premier, au troisième trimestre, au deuxième trimestre, c'est fini. Est-ce que vous pensez que dans tous les centres de santé, nous faisons une NFS, particulièrement au milieu rural? Certains d'entre vous avaient des patients au milieu rural. C'est assez difficile. C'est préconisé, c'est demandé. Je ne suis pas sûr, je n'ai pas travaillé dans tous les centres de santé en milieu rural, j'ai travaillé en milieu rural, je peux vous dire que ça peut. Et donc, la stratégie du ministère, c'est de dire il faut supplémenter. Il faut supplémenter les femmes enceintes. Je parle du contexte marocain. Je ne suis pas en train de parler de la France ou d'un autre pays. Je suis en train de parler du... Je sais qu'il y a beaucoup de scientifiques qui pourraient contester ça, bien évidemment. Je parle du contexte marocain. La vitamine D et les nourrissons, ça aussi c'est une polémique.
Le rachitisme, on l'a connu au Maroc, nous, quand on était jeunes. Hein. Vous êtes plus jeune que moi j'ai un peu vieilli. Mais on l'a connu. Maintenant, on le voit quasiment plus. Hein. Le rachitisme, les images radiologiques, on les voit quasiment plus, heureusement, dans le contexte de notre pays. Mais encore une fois, aujourd'hui, ce qu'on dit, par rapport au risque, voilà ce qu'on préconise, c'est une supplémentation de 400 unités par jour. Je vous rappelle qu'un microgramme égale 40 unités. Hein, pour que vous ayez un ordre de grandeur, donc ça fait à peu près 10 microgrammes. Voilà un petit peu la préconisation par rapport à ces deux sujets qui seraient polémiques. Par contre, par rapport aux femmes enceintes, soit on va donner une supplémentation pendant X temps de 25 000 unités, on va le voir, soit on va donner à partir du 7e mois 100 000 unités donc de vitamine D, vous allez le voir dans le contexte marocain. Et pourquoi on fait ça? Parce que la prévalence en carence en vitamine D au Maroc est élevée, 81%. Je fais toujours cette blague, j'ouvre et je ferme une parenthèse. Quand je fais des congrès avec mes amis à l'étranger, ils me disent « Ouais, vous avez une carence en vitamine D au Maroc parce que toutes les femmes maintenant sont voilées. » Je leur dis « Désolé de vous déranger mes amis, mais ce n'est pas parce que certaines de nos femmes sont voilées qu'on a une carence en vitamine D. Il y a beaucoup de raisons scientifiques. Les femmes travaillent de plus en plus, et Dieu merci dans notre pays. Malheureusement, on est de plus souvent dans les voitures et dans les bureaux. Et vous le savez, les ultraviolets du type B ne traversent pas les vitres. On s'expose de moins en moins au soleil, on mange moins bien. C'est pas le foulard. Donc mesdames, si vous avez envie de garder vos foulards, gardez-les. Ça n'a rien à voir avec la carence en vitamine D. Il y a d'autres raisons qui jouent un rôle. Je rigole, hein, je plaisante, mais c'est uniquement pour qu'on ait un ordre de grandeur de ce qu'on peut dire parfois dans les conférences scientifiques. Les nourrissons, les enfants, c'est important dans le contexte marocain d'un point de vue de santé publique. Voici également ce qu'on préconise. Pourquoi ? Parce que là aussi, la carence est très élevée dans le contexte marocain. Et encore une fois, ne prenez pas l'exemple de Casablanca, Marrakech ou Rabat. Casablanca, Marrakech ou Rabat, Agadir, ce n'est pas le Maroc. Je suis en train de vous parler d'une grande partie du pays, en milieu rural particulièrement, dans les zones enclavées, dans les endroits où il y a des populations vulnérables. C'est ça la problématique de santé publique que nous avons. Et là, on doit supplémenter. Ça, c'est un drame de santé publique au Maroc. Et dans l'étude qu'on va démarrer bientôt, on va s'intéresser également à la vitamine A et à la carence en iode qui est extrêmement importante. Et là aussi, clairement, nous avons besoin, dans le contexte marocain, donc de supplémenter, malheureusement, mais encore une fois, attention aux doses, elles sont bien mises ici, c'est 100 000 à 200 000 unités au-delà de 12 mois. Ça, c'est les préconisations dans notre contexte pour les enfants de 6 à 12 ans. Comme ce n'est pas terminé, on se retrouve avec de nouvelles carences. Avant, on avait les carences qui étaient dues à la malnutrition. Maintenant, on a les carences dues à la malbouffe. Hein? Avant, on suivait certains exemples. On était mal nourri. Maintenant, on voulait suivre l'exemple américain. On est mal bouffé. Malheureusement, regardez, presque 10% des enfants marocains de moins de 5 ans sont en surpoids. C'est énorme. Hein? C'est énorme. Si je vous disais qu'un Marocain sur 5 est obèse, avec IMC au-delà de 30, obèse, pas en surpoids, ça veut dire, désolé de vous le dire, dans cette salle, une personne sur 5 est obèse. Statistiquement, voilà à peu près ce que ça vous dit. Si vous êtes représentatif de la population des pharmaciens. Donc ça doit nous laisser quand même réfléchir et vous montrer à quel point maintenant on a de nouvelles carences et pourquoi, encore une fois, vous avez un rôle extrêmement important à jouer. Alors, je vais vous passer rapidement ce que dit la littérature scientifique sur des catégories de vitamines que vous prescrivez tous les jours ou que vous conseillez tous les jours. Par exemple, par rapport aux vitamines B, clairement démontré dans beaucoup d'études, l'étude FACIT, VISP, HOPE2, qui démontre l'importance sur les maladies cardiovasculaires et particulièrement sur l'accident vasculaire cérébral. De très belles études qui ont démontré leur intérêt. Encore une fois, à condition que vous respectiez les apports nutritionnels conseillés. Si vous les dépassez, l'effet n'est pas visible. Vous avez une seule étude suédoise très intéressante sur les complexes polyvitaminés, et là, qui a été publiée en 2010. Après, il n'y en a pas eu beaucoup, et qui démontre la seule fois où des complexes polyvitaminés, elle vous donne la liste avec le dosage exact, où là, on a eu quand même une réduction assez importante en fonction de l'intervalle de confiance, de 18 à 40% de réduction d'infarctus du myocarde. Et c'était une étude extrêmement intéressante sur les polyvitamines. Et là,
encore, ça a aggravé ma confusion. J'ai pris d'autres études, et qu'est-ce que je trouve? Des méta-analyses sur 19 études, et qui démontrent qu'il y a certaines vitamines, si vous les prenez en excès, elles augmentent la mortalité, la morbidité cardiovasculaire et la mortalité globale. Ça ne va pas plaire à mes amis de l'industrie pharmaceutique. Mais la bonne nouvelle, c'est que si vous les donnez à bon escient, à la bonne dose, ça marche. Mais si vous les donnez en excès, et particulièrement pour certaines vitamines, je vais revenir sur le bêta-carotène, je vais revenir sur la vitamine E, je vais revenir également sur la vitamine B9. Si vous les donnez en excès, malheureusement, vous n'améliorez pas l'état de santé, mais au contraire, vous aggravez l'état de santé. Et donc, ça c'est intéressant à savoir. Par exemple, pour la vitamine E, clairement démontré, si vous dépassez, et c'est vous les conseillers pour le montrer, vous dépassez 400 unités par jour, eh bien, vous augmentez la mortalité. Ça, ce n'est pas une bonne nouvelle. Alors, je vais vous poser une question qui est importante. À votre avis, est-ce que c'est l'obésité qui crée la carence en vitamine D ou c'est la carence en vitamine D qui augmente le risque d'obésité? C'est la même question. Est-ce que c'est le célibat qui crée la dépression et c'est parce qu'on est déprimé qu'on reste célibataire? Bonne question. Alors, à votre avis, c'est l'obésité qui crée la carence en vitamine D, c'est pas la carence en vitamine D qui augmente le risque d'être obèse. Eh bien, vous avez 1000 fois raison, c'est l'obésité qui crée la carence en vitamine D, parce que les adipocytes sont des gourmands de vitamine D, malheureusement. Et donc, c'est pour ça que parmi les carences qu'on observe, le phénomène est un peu plus complexe que ça, mais j'ai caricaturé, c'est un peu plus complexe que ça, mais carrément, la majorité des sujets obèses, vous allez trouver une carence en vitamine D, et ça, cette belle étude, elle montre le paradoxe qui démontre clairement l'intérêt avec la vitamine D. Donc, je vous ai mis toutes les publications qui concernent. Évidemment, vous allez voir que les publications s'intéressent plus à la vitamine D3 par rapport à la vitamine D2. Vous le savez, à cause de son absorption qui est bien meilleure, à cause de la durée de vie qui est bien plus longue. Et c'est pour ça qu'on préconise beaucoup plus de prescrire de la vitamine D3 que de la vitamine D2. Voilà, il y a toutes les études qui démontrent son intérêt, je vous l'ai mis ici. Question de sécurité, là il y a une grosse polémique. Est-ce qu'il faut donner une supplémentation en vitamine A chez la femme enceinte? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes pharmacien, je débarque chez vous, je suis enceinte. C'est un exemple. C'est un exemple. Je suis enceinte. Et vous me donnez de la vitamine A ou non? Hein? Mes amis, no way. No way. Contre-indiqué, totalement contre-indiqué. On le voit, il y a une demande. Même s'il y a une carence en vitamine A, il va falloir ajuster avec vos collègues médecins et trouver la solution. Faites attention à la vitamine A chez la femme enceinte et particulièrement à la période d'aménorrhée. Attention, si elle est à moins de 24 semaines d'aménorrhée, il faut faire très attention. Par contre, lorsqu'on n'est pas enceinte, regardez, la supplémentation ne crée pas donc de problème pendant une certaine période. Je vous ai mis en haut ces questions de sécurité. Alors, est-ce que c'est... On a parlé depuis tout à l'heure de la supplémentation et on s'est intéressé surtout aux maladies chroniques, mais sachez également que dans les maladies infectieuses, également, il y a des carences chez les grands brûlés, chez les sujets souffrant d'infections à VIH ou d'autres pathologies où le système immunitaire est bas, l'apport en micronutriments est intéressant. Donc sachez que ce n'est pas, je vous ai mis cette slide uniquement pour vous le rappeler, que ce n'est pas uniquement les situations des maladies chroniques, également en cas de maladie infectieuse, vous avez un rôle à jouer en tant que conseiller pour la supplémentation en micronutriments. Alors quelles recommandations pour le Maroc? Là vous avez les médicaments et en bas je vous ai mis un peu de khiar, un peu de chou, un peu de fenouil, de psbès, ce genre de choses, ça peut être intéressant. En fait, il faut, comme dans toutes les choses de la vie, mes amis, il faut un juste équilibre. Il faut un juste équilibre des choses. Alors, voilà ce qu'on préconise pour l'enfant. Évidemment, les diapositives sont à votre disposition, vous pourrez les utiliser. Je les donnerai à mon ami Walid et puis vous les prenez. Voilà ce qu'on préconise au ministère de la Santé. La dernière réunion du comité national, dont je fais partie, voilà ce qu'on préconise chez les enfants. En vitamine A ou en vitamine D, les doses à administrer, évidemment, encore une fois, mes amis,
Nous sommes dans un contexte de santé publique et de vision globale. On n'est pas dans une vision individuelle. Il faut bien le comprendre. Et vous, pharmaciens, vous avez un rôle important de santé publique. Vous aussi, vous êtes dans une vision, vous vous occupez d'un quartier, d'une ville, d'une commune, et donc vous aussi, vous avez une vision communautaire, en tout cas pour moi, qui est importante. Voici pour la femme enceinte, je vous rappelle, hein, la vitamine A contre-indiquée, d'accord, pour la femme allaitante, et pour l'autre situation, une seule prise de 200 000 unités. Chez la femme allaitante, on insiste sur le fait que ce n'est pas une supplémentation curative, c'est une supplémentation préventive. C'est totalement différent. Et voici bien sûr différentes situations en fonction anémie, diarrhée aiguë donc de l'enfant, stade B ou stade C, etc. Alors le fer, là aussi, regardez, pour les femmes enceintes, alors c'est très intéressant ce qu'on a rajouté, je m'excuse, je vais m'en rapprocher. Anémique. C'est-à-dire il faut apporter la preuve de l'anémie et de la carence. Donc on l'a bien écrit, ça a été un sujet de polémique, discussion entre différentes personnes, des différents CHU, etc. C'est clair, femme enceinte, anémique, oui, on donne 2 à 3 comprimés, 2 comprimés de 60 mg, 120 mg par jour, il n'y a pas de souci. Mais apportons la preuve que cette femme est anémique. La vitamine D, 800 000 unités par jour. Mais je vais vous donner les recommandations marocaines. Avant, hein, vous savez, tout le monde, j'adorais avant tout le monde. Est-ce que tu connais un pilote? Est-ce que tu connais une hôtesse de l'air? Surtout quand on me pose la question, est-ce que tu connais une hôtesse de l'air? Je me dis, mais pourquoi on me pose cette question? Ah ben parce qu'on va aller chercher de l'UV-dose en France. Voilà pourquoi. Je pensais que c'était pour mes beaux yeux. Absolument pas. C'était pour aller chercher de l'UV-dose. Ben aujourd'hui, il y a plein de stratégies disponibles chez nos pharmaciens au Maroc. On n'a pas besoin d'aller chercher en France. On peut prendre, je ne vais pas donner de nom, il y a pas mal de possibilités chez nos pharmaciens. On peut acheter, il y a la stratégie thérapeutique qui est bien déterminée aujourd'hui. Donc voilà, 25 000 unités de vitamine D3. En général, les carences qu'on a au Maroc, c'est entre 10 et 20 nanogrammes par millilitre. Les carences qu'on observe, et en général, vous donnez 2 ampoules donc de vitamine D3 par semaine pendant 6 semaines et c'est réglé. Quand est-ce que vous devez contrôler que ça a marché? Combien de temps après? Pour contrôler, quand vous donnez votre cure donc de 6 semaines, la personne a arrêté, vous attendez 1 mois, vous refaites un dosage D2 et D3, et à ce moment-là, vous voyez donc si ça a marché. Et en général, ça marche très très bien. Pour l'instant, on a de très beaux résultats dans le contexte marocain. Alors, voici un petit peu n'oubliez pas s'il vous plaît, vous avez des fois, vous les pharmaciens, les biologistes, vos collègues biologistes vous envoient des fois des résultats. Faites attention, parce que des fois, il y en a qui travaillent avec les nanogrammes par millilitre, il y en a qui travaillent avec les nanomoles par litre. Attention à la conversion, hein. Je vous rappelle, pour passer de l'un à l'autre, vous multipliez par 2,5 pour avoir donc le bon niveau. Alors je vous rappelle bien sûr la vitamine D3 plus intéressante à cause de la demi-vie et à cause de l'absorption qui est bien meilleure et c'est pour ça qu'on préconise la vitamine D3 en matière d'efficacité biologique. Il n'y a pas que des recommandations internationales qui sont bonnes, il y a aussi des recommandations marocaines. J'ai beaucoup aimé la recommandation de la Société marocaine de rhumatologie qui a été publiée en 2016, très intéressante et qui vous dit voilà ce que préconise la Société marocaine de rhumatologie en matière de prescription, de supplémentation en vitamine D, en fonction donc des situations, et avec les taux de 25 OHD, et assez intéressantes. La majorité de nos situations dans le contexte marocain sont ici. En général, entre 10 et 20 nanogrammes par millilitre, c'est ça à peu près, les insuffisances et les carences que nous observons. Alors rapidement, j'ai pris 3 secteurs qui peuvent vous intéresser. Comment prescrire des complexes en diabétologie, en cardiologie et en gastro-entérologie. Je n'ai pas fait la neuro, je n'ai pas fait la rhumato parce que je ne veux pas vous retenir toute votre après-midi, vous avez des choses plus intéressantes à faire. Donc j'ai pris à peu près les 3 grandes disciplines que vous voyez donc le plus souvent. Alors, en diabéto, qu'est-ce qui est recommandé dans la littérature? Qu'est-ce qui donne des résultats intéressants? C'est la biotine, le calcium, le chrome et le magnésium. Mais là, s'il vous plaît, 2 éléments importants, surtout pour le chrome et le magnésium. Attention au dépassement des doses.
Attention aux dépassements. Assurez-vous, s'il vous plaît, parce que les patients ne vous le disent pas, surtout quand les sujets sont surpoids ou obèses. Attention à 6 mg kg, par exemple, pour le magnésium, s'il vous plaît, parce qu'ensuite, c'est les diarrhées, mais d'autres effets qu'on observe maintenant de plus en plus dans la littérature. Donc, ce sont ces 4 éléments qu'on retrouve le plus souvent dans la littérature comme étant intéressants en diabétologie. Pourquoi? Elles sont intéressantes pour 2 choses. 1, elles améliorent l'insulinorésistance et elles provoquent l'insulinosécrétion, qui sont très intéressantes, particulièrement, évidemment, dans le diabète de type 2. Et donc, ce sont ceux qu'on trouve. Donc, si vous avez des sujets diabétiques et qui sont bien suivis par les médecins et qui ont besoin d'une supplémentation, ce qu'on retrouve, c'est ce type de microéléments qui est intéressant dans la littérature, dans lesquels il y a le consensus. Également, les vitamines du groupe B, du groupe C et la vitamine E. Et là aussi, s'il vous plaît, pour la vitamine C, faites très attention parce que nous, on a la main facile dans le contexte marocain. Faites attention à la vitamine C, attention à la supplémentation parce qu'il faut déjà savoir que nous avons un apport déjà par rapport à l'alimentation claire au niveau donc, de la journée. Donc, il ne faut pas l'oublier. Donc, vitamine B, intéressante, vitamine C, E, dans une moindre mesure, mais surtout la vitamine donc, de type B. En cardiologie, qu'est-ce qu'on retrouve dans la littérature qui est très intéressante? C'est surtout de la vitamine B6, la vitamine C et la vitamine E. Alors, si vous me dites, dans ces 3, qu'est-ce qu'on retrouve le plus dans la littérature qui est intéressante? C'est surtout la vitamine B6 qui est très intéressante. Pourquoi? Parce qu'elle permet la décomposition de l'homocystéine et donc va améliorer le système donc, cardiovasculaire. La vitamine C également, mais encore une fois, attention à ne pas dépasser 2 grammes par jour. Ou sinon, on obtient l'effet inverse. C'est ce qu'on appelle donc une courbe un petit peu en J. Il faut faire attention, on a de bons résultats et après, on peut avoir l'effet boomerang ou un effet inverse. L'acide folique, intéressant, mais particulièrement le magnésium. Alors, particulièrement le magnésium, il y a une chose très intéressante parce qu'on voit des fois dans un certain nombre de produits qui nous arrivent, je vais le dire quand même, je sais que ça ne plaît pas toujours à mes amis américains, qu'on voit arriver par certains circuits des États-Unis. Et moi, j'adore les patients qui vont me dire « Moi, je vous ai ramené un produit des États-Unis, ça n'a rien à voir avec le Maroc. Parce que le paracétamol qu'on ramène des États-Unis, le paracétamol qu'on a au Maroc, il n'a pas le même effet. Si on n'a pas la même tête, il n'a pas le même effet. Mais sur la douleur, c'est exactement la même chose. Et vous allez voir des produits qui arrivent dans des circuits parallèles, et je suis sûr que vous le savez, avec de grosses boîtes comme ça, hein, de grosses boîtes qu'on va, et les Américains, ils écrivent extra, extra, extra strength. Waouh! C'est-à-dire, c'est de l'extra, de l'extra, de l'extra fort. Et vous allez avoir, j'ai vu des compositions de boîtes qui arrivaient, écoutez-moi bien, avec 500 mg donc de magnésium et 1000 mg de calcium en association. Alors, à moins que vous ayez vécu dans les égouts pendant 8 mois, hein, je ne pense pas que vous en ayez besoin. Donc faites attention à des associations. Je pense qu'on a de bonnes associations dans nos pharmacies, qu'on a nos pharmaciens qui peuvent nous conseiller, qu'on a nos médecins qui peuvent nous recommander. Je pense qu'il faut avec intelligence, avec juste mesure, faire les bonnes prescriptions parce que sinon. L'association calcium-magnésium est extrêmement intéressante sur le plan cardiovasculaire. Attention, extrêmement, plein d'études le démontrent sur le rythme cardiaque, les rythmologues travaillent beaucoup là-dessus, mais attention à une certaine dose. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dépasser 900 et 420 mg au maximum d'apport ensemble de toute la journée, c'est-à-dire tenant compte des aliments et du produit que vous vendez en pharmacie. C'est le tout ensemble. Ce n'est pas un apport sur les micronutriments de 900 et 420 plus l'alimentation. C'est le tout ensemble. Donc faites attention, s'il vous plaît, à ce sujet. En gastro-entérologie, qu'est-ce qu'on retrouve dans la littérature? La polémique qu'il y a dans la littérature à propos de la supplémentation, c'est une polémique par rapport à l'absorption. Alors comment on est, hein, beaucoup de Marocains sont colopathes, vous le savez, hein, le syndrome de l'intestin irritable, c'est aussi très fréquent chez nous, malheureusement aussi de plus en plus. Il faut faire très attention au type d'absorption et au type de fer. Hein. Et là aussi, dans l'industrie pharmaceutique, ils vous présentent des produits, hein, qui sont de très bons produits, mais regardez, par exemple, pour le fer, est-ce que c'est du fer ferrique ou du fer ferreux? Est-ce que c'est du sulfate de magnésium ou pas du tout? Ou autre chose. Donc faites attention aux adjuvants
et faites attention à ce qu'on donne comme contrepartie en association avec les micronutriments. Pourquoi, mes amis? Parce que ça change tout en matière d'absorption. Hein? Et vous le savez très bien, pas mal de polémiques sur les produits laitiers à propos du calcium. Hein? Le calcium des produits laitiers par rapport au calcium des végétaux, hein? C'est la même chose. Ne prenez pas les produits laitiers, mais vous pouvez prendre 10 kg de tomates et 4 kg d'haricots verts, c'est la même chose. Bah oui, prenez le petit-déj avec 10 kg de tomates et 4 kg d'haricots, ça va être super sympa, quoi. Faites attention parce que même le degré d'absorption est totalement donc, différent. Donc, et c'est vous les conseillers. Il n'y a personne pour conseiller les patients. Malheureusement, sinon, ils vont aller sur Internet, ils vont aller dans certaines radios et on va leur raconter un certain nombre donc, de salades. Donc faites attention par rapport au fer. C'est valable également pour le calcium, pour le magnésium et également pour le zinc. Je vous rappelle que le ministère de la Santé a décidé de supplémenter les enfants en zinc à cause de la problématique des diarrhées infectieuses chez nos enfants qui a une prévalence extrêmement élevée. Alors voilà, le folate et la vitamine B12, je ne reviens pas sur la vitamine B12, vous le savez, s'il y a une carence, elle est évidente, s'il n'y a pas de carence, il n'y a pas de supplémentation. Je vais passer là pour ne pas vous prendre trop de temps, encore 3 minutes. Voici les dernières publications sur le fer. Hein. Je vous ai donné un qui est très intéressante sur la supplémentation, sur également les troubles cognitifs, très intéressantes. Mais dans ces troubles cognitifs, c'était intéressant. On a comparé des gens qui avaient Alzheimer et la démence avec une supplémentation en fer et certains produits. Et on a comparé les mêmes en faisant un peu plus d'activité physique. Et devinez comment étaient les résultats? Activité physique. Par contre, quand il y a une carence, vous mettez la supplémentation et l'activité physique, c'est les résultats les plus parfaits. Voilà, ça c'est quand même intéressant que vous puissiez le savoir en tant que... Alors, que dit l'OMS? Je vais terminer par ça. Nous, on adore suivre les recommandations des grandes instances. Hein? L'OMS, et vous allez voir à la fin, c'est très intéressant. Vous avez vu toutes ces publications, vous allez voir, j'ai pris 2 organismes que les chercheurs aiment beaucoup, j'ai pris l'OMS et j'ai pris en général les Américains, parce qu'on aime bien suivre. Et regardez ce que dit l'OMS, avec tout ça, hein, tout ce que je viens de dire depuis tout à l'heure, hein, je gesticule depuis tout à l'heure, hein, pour essayer de vous convaincre, avec la science, les publications, et regardez ce que dit l'OMS. L'OMS, il dit, oui, mais dans tout ça, ces publications, il vous dit, la nutrition, c'est top. Elle vous dit, attention, la supplémentation prend une place importante à la condition qu'il y ait une alimentation équilibrée. Ou sinon, comme on dit chez nous en arabe, c'est tout. Oui, supplémentation, tenant compte d'une alimentation qui est équilibrée. Et ça a été énormément prouvé. Et pourquoi les Américains maintenant recommandent? Vous savez, les Américains, business is business. Time is money. Pourquoi ils veulent supplémenter et en faire prévention? Parce que ça leur coûte énormément d'argent. Regardez, uniquement pour la calcium et la vitamine D, ils pourraient faire une économie, s'ils supplémentaient, de 16 milliards de dollars. 16 milliards de dollars uniquement si on faisait de la bonne supplémentation de calcium et de vitamine D. Regardez également pour l'acide folique, 1,4 milliard de dollars économisés si on faisait une supplémentation de 400 microgrammes. Donc c'est une question d'argent aussi, hein. Il faut bien tenir compte de ça. Finalement, mes amis, même si vous êtes dans votre pharmacie, vous conseillez une supplémentation, conseillez dans le cadre d'un mode de vie, d'un apport nutritionnel équilibré, de l'activité physique de référence, c'est-à-dire adaptée, et sachez que les micronutriments, et là on a plein d'études qui le démontrent, vont avoir un meilleur effet si vous avez une meilleure hygiène de vie. C'est le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire ça ne sert à rien d'avoir une supplémentation en micronutriments si votre mode de vie est totalement délétère. Alors, pour conclure, mes amis, à mon sens, 4 éléments importants à retenir. D'abord, un diagnostic précis par un médecin des insuffisances-carences et le conseil par son pharmacien. J'estime que dans cette stratégie de supplémentation, qui est la même chose qu'une prescription d'un antibiotique ou d'un autre médicament, il est important d'avoir l'avis de son médecin et de son pharmacien. Parce qu'on peut avoir des résultats assez paradoxaux. Deuxièmement, l'utilité, elle est claire. Si aujourd'hui vous me posez la question à la fin de tout ça, est-ce que ça vaut la peine de faire de la prescription ou de conseiller en pharmacie les micronutriments? Bien sûr, lorsque nécessaire. Troisième évidence, ce que j'ai pu observer de la littérature et de ma modeste expérience, c'est qu'il n'y a pas de chose qui est systématique. Ce n'est pas systématique.
sauf si nous avons une vision de santé publique. Mais si on est dans notre officine, si on est dans notre cabinet, c'est au cas par cas et en fonction donc des stratégies qui répondent à des normes scientifiques. Oui, les compléments alimentaires peuvent être avantageux, clairement, démontrés dans la littérature, pour l'apport d'une vitamine ou un minéral spécifique. Regardez ce que dit la littérature. Pour une vitamine ou un minéral spécifique. La littérature, elle ne veut pas trop se positionner en disant pour toutes les associations, je ne sais pas. Mais en tout cas, clairement, si on les prend individuellement, c'est intéressant. On n'a pas de preuves suffisantes de choses qui sont systématiques. Ce qu'on sait, c'est que oui, on peut les utiliser en prévention primaire, en prévention secondaire, lorsque nous avons clairement défini qu'il y a une carence. Alors, si vous répondez dans votre officine à ces 3 questions, ça me va. Est-ce qu'il y a un besoin établi? Est-ce que les apports sont scientifiquement prouvés? Et est-ce que vous et notre système est capable de faire de la pharmacovigilance, au même titre qu'on le fait pour les autres médicaments? Parce que nous ne faisons pas suffisamment de pharmacovigilance dans les compléments alimentaires dans le contexte marocain, et j'assume ce que je dis. Alors, je m'excuse, ce n'est pas bien visible, mais ça, je vous ai parlé de l'OMS, et là, je vous ai parlé de ce que dit l'Association médicale américaine de médecine. J'ai trouvé ça extraordinaire. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Je vais vous la lire, parce qu'il n'existe aucun médicament actuellement utilisé au potentiel qui offre autant de promesses en ce qui concerne le maintien de la santé qu'un programme d'activité physique à vie. Vous vous rendez compte? C'est ce que dit l'Association américaine de médecine avec tout ça. Et qu'est-ce qu'on dit au Maroc, à votre avis? Qu'est-ce qu'on dit au Maroc? Et je termine par ça. Alhamdoulilah. Voilà, merci beaucoup les amis.